Et ça, c'est sur la page 18 des exemples 7.1. Alors, ici, on a une poutre et on nous demande de trouver la contrainte de flexion maximale en tension et compression. Ils peuvent aussi nous dire la contrainte normale. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Contrainte normale, maximale en tension, compression, ça veut dire la même chose, right? Ici. On doit comprendre tout de suite parce qu'on a vu les moments, ils causent des contraintes de flexion normale, alors que l'effort tranchant V cause des contraintes de cisaillement. OK? C'est deux différents types de contraintes. Alors, on vous donne la poutre et deux sections, une qui est euh, une section tubulaire et une section T. Alors, ça va être une bonne révision de ce qu'on a vu. Alors, ici, parce qu'il nous demande de trouver ça à la section critique, alors, on va dire ici, on va ajouter à la section critique, c'est-à-dire at M égale M max. Et il faut comprendre que ça, c'est ce qu'on nous demande. Parce qu'ils peuvent nous demander, on va voir ça dans la semaine 9, de trouver les contraintes à une section spécifique. Par exemple, disons, on a le point E ici. On nous dit de trouver ça à cette section. Dans ce cas, il faut faire une coupe et trouver les forces internes. Mais quand on nous demande à la section critique, on considère la poutre entière et le moment maximum. OK? Et on va analyser la section 1 tubulaire et la section T. Et on veut aussi, en plus de ça, trouver la contrainte de flexion au point H sur les deux sections. Alors, le point H, on va les ajouter. Il manque sur le schéma. Alors, le point H, il est ici. OK, vous pouvez ajouter ça. Ça, c'est le point H. OK. Alors, première étape, c'est de trouver nos réactions. Ici, c'est très facile parce que c'est une poutre symétrique. Je peux trouver ça juste en regardant la poutre. Je sais, ça, c'est 12. Et ici, ça, c'est 12. OK, sinon, je dois trouver les réactions. Ici, ça, c'est 0, 0. Ensuite, je vais dessiner mes diagrammes. Donc, je vais commencer avec le diagramme V, ici. Alors, V en kilonewton. Alors, mon diagramme V va ressembler à quoi? Il va juste sauter de 12 au début. Donc, ça va être 12, comme ça. Ensuite, on descend de 12. Ensuite, il n'y a rien entre euh, le point ici à 1 mètre et 4 mètres. Alors, ça reste constant. Ensuite, on descend de 12, comme ça, comme ça. Et alors, ça, c'est notre diagramme. Et on revient à 0. Ça, c'est notre diagramme V. Ensuite, pour notre diagramme M, on va trouver ici. On va trouver notre delta M. C'est juste l'air sous la courbe. Donc, ça, c'est juste 12 multiplié par 1. C'est 12 kN/mètre. Même chose ici. Delta M est égal à moins 12 kN/mètre. Alors, mon diagramme M est très facile. Il est comme ça. Comme ça. Bon, ici, il est de 12. Et ici, il est de 12. OK, alors mon M max.
Pour cette poutre, c'est quoi? Quoi, le M max ici, c'est très facile, c'est 12 kN/mètre. OK? Ici, on a juste un M max positif. On avait vu, si on a un M max positif et négatif, on doit considérer les deux. Ici, on a juste un M max positif. OK. Ensuite, on veut trouver la contrainte. Alors, on se souvient de notre formule pour la contrainte. La contrainte est égale à moins M. Ici, on n'a pas vraiment discuté de ça, mais c'est le moment par rapport à quel axe. OK? Si j'examine la poutre, ça c'est axe X, ça c'est axe Y. Axe Z, ça sort de la page. OK? Il y a une question que vous pouvez avoir. Pourquoi on utilise le IZ? OK? Je vous ai expliqué ça. Toujours, on doit regarder c'est quoi le moment. Il agit alentour de quel axe? Et ça, c'est le moment d'inertie qu'on va utiliser. Ça, c'est facile pour les problèmes 2D. Mais pour les problèmes 3D, vous pouvez avoir des moments pour les trois axes. Alors, il faut savoir quel moment d'inertie on utilise. Alors, ici, le moment, il agit par rapport à quel axe? Je vous ai donné un truc. Quand on a fait la coupe, vous vous souvenez, on a dessiné le moment interne comme ça. On se souvient de ça? Quand on a fait la coupe, le moment interne était comme ça. Vous vous souvenez, dans la torsion, je vous ai dit, on peut remplacer les moments par des doubles flèches en utilisant notre main droite. Alors, on peut mettre nos doigts dans la direction du moment et la double flèche va pointer où? Elle va pointer sortant de la page. Ça, c'est l'axe qui résiste ce moment. Tout le monde a compris? Alors, ça, c'est pourquoi j'utilise le IZ. Tout le monde a compris ça? Alors, on a un M, il est alentour de l'axe Z. Alors, je vais utiliser le moment d'inertie Z. OK? Ça va toujours être la majorité des cas IZ dans les problèmes 2D. OK? Mais si on a des problèmes 3D, on doit comprendre ça. Et c'est MZ ici. Et ça, c'est pourquoi ici, on a IZ. OK? Certaines fois, j'écris M, Y, I parce qu'on comprend ça. OK? Alors, ça, c'est pour ça. Alors, pour la contrainte, pour le point, pour la contrainte max, on a besoin du CO. Il est égal à quoi ici? On va le mettre sur la prochaine page. Ça, c'est pour trouver la contrainte max et le C bas. Parce que le moment est positif. Lorsque j'utilise CO, qu'est-ce qui va arriver lorsque j'ai un moment positif? Je vais avoir de la compression en haut et de la tension en bas. Alors, lorsque j'utilise le CO, ça va me donner la contrainte max en quoi? Si le moment est positif. Compression ou tension? Tension? Non. Si le M est positif, right, on a dit si le M est positif, en haut, ça va être de la compression et en bas de la tension. Alors, si j'utilise Y égale CO, je vais trouver sigma max en compression. Si j'utilise C bas, je vais trouver sigma max en tension. Et parce que notre M est positif. Si il est négatif, c'est l'inverse de ça. OK, on va aller à la prochaine page. Alors, ensuite, on doit trouver la position de notre centre de gravité parce qu'on a besoin de ça pour nos Y et le C et on a besoin de notre moment d'inertie. Tout le monde a terminé ici pour que je passe à la prochaine page. Et alors, pour la section 1, ça c'est la section qui est comme ça. Ça c'est la section 1. Et pour la section 1, est-ce que j'ai besoin de faire un calcul pour trouver le centre de gravité? Non, on peut le trouver par inspection. Il est au centre de la section.
parce que la section est doublement symétrique. Ensuite, pour le moment d'inertie, on peut faire un tableau et utiliser le théorème des axes parallèles. Alors, on peut faire ça, mais ici, il y a un petit truc qu'on peut utiliser. On peut utiliser ça. OK? Mais on va choisir les sections pour que cette partie devienne zéro. On peut le faire ici, dans ce problème. Comment on va le faire? On va prendre ce rectangle externe. On va prendre ce rectangle externe. C'est quoi les dimensions de ça? Ça, c'est 175 hauteur et 100 de largeur, c'est ça? Et ensuite, je vais enlever celui-ci à l'intérieur. OK. Les dimensions de celui-là, ça c'est 125 et ça c'est 50. OK, alors je peux juste, dans les deux cas, le D est égal à zéro. Alors ça va être très simple de trouver le moment d'inertie ici. Il est égal à quoi? Il est égal à 100 multiplié par 175 cubes divisé par 12 moins 50 multiplié par 125 cubes sur 12. Alors je vais trouver ici 36,5, 2, 3, 4, 10 à la 6 millimètres 4. OK? Ensuite, pour la section en T, pour le centre de gravité, est-ce que je peux le trouver par inspection? Non, je dois faire un calcul. OK? Parce qu'ici, je n'ai pas deux axes de symétrie. Alors, je dois trouver la position de l'axe neutre. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va mettre notre axe de référence ici. OK? Et ensuite, on va juste subdiviser ça en deux éléments. Ça, c'est élément 1 et ça, c'est élément 2. Alors, top flange, ça, c'est élément 1. On se souvient de ça, j'ai mentionné ça dans la théorie. Pour ça, en anglais, on appelle ça flange. Et en français, c'est L. Et cette partie, ça, en anglais, on dit web. Et en français, on dit l'âme de la section. Il faut savoir ces termes. Alors, top flange, alors ça c'est l'élément 1. Et stem ou stem, certaines fois ils vont dire stem. Les web, c'est plus commun. OK, alors ça c'est 2. Alors, l'air, ici, comment on a trouvé ça? Ça c'est juste 15 multiplié par 200. Ici, ça c'est juste 9 multiplié par 160. Ensuite, vous allez trouver le Y multiplié par l'air. Et ensuite, vous allez appliquer votre formule pour trouver ça. Ok, ceux qui sont venus en retard, on est sur la page 19 des exemples 7.1. Alors, on fait ça et on va trouver la position du centre de gravité, c'est 139,1216. OK, alors ça, c'est la position de mon axe neutre.
OK. Donc, ici, on vient de trouver, c'est 139,12 millimètres. OK. Ensuite, pour le moment d'inertie, encore une fois, il n'y a pas de truc à faire ici. Alors, on doit utiliser le théorème des axes parallèles. Alors, on va faire sum of I z I plus AI di au carré. Alors, vous pouvez l'essayer plus tard. Vous allez trouver le moment d'inertie est égal à ça. 10,577 à la 10 à la 6. OK, alors maintenant, je suis très prêt à répondre à la question. Je suis prêt à répondre à la question. Alors, la contrainte, si on commence avec la section 1, qui est la section tubulaire, la contrainte max en tension, on a dit on va utiliser C bas ici pour tension parce que on a dit M positive, on va avoir de la compression haut, tension bas. Si vous ne savez pas, juste mettez C haut et C bas et la réponse va vous dire. OK? Et pour compression, on va mettre C haut. Alors, si on commence avec la contrainte max en tension, on a sigma est égal à moins. Le moment, c'est 12 kN/mètre. Je vais le mettre en newton millimètre. Alors, 12, 10 à la 6 newton millimeters. Le C bas, pour la section 1, il est égal à quoi? Moins 87,5 millimètres. Et le moment d'inertie, on avait trouvé, c'est 36,5, 2, 3, 4, 10 à la 6, millimètre 4. OK, si vous faites ça, vous allez trouver plus 28,75 MPa. C'est en tension. OK? Si je fais pour la contrainte max en compression, ça va être la même chose. OK? Je n'ai pas besoin de faire le calcul parce que toutes les choses sont les mêmes. OK? Mais on peut le faire ici. Alors, c'est moins 12, 10 à la 6, plus 87,5, 36,5, 2, 3, 4, 10 à la 6. Vous allez trouver moins 28,75 MPa in compression. OK, tout le monde est d'accord? OK. Ensuite, euh, pour la contrainte au point H, si je reviens ici à notre problème, ça c'est le point H. Tout le monde a compris pourquoi j'ai utilisé 87,5 pour le CO et C bas? Pourquoi j'ai utilisé ça? On a dit c'est pour les contraintes max, c'est la distance jusqu'aux fibres extrêmes de haut et de bas. Alors, notre axe neutre, il est ici pour cette poutre. Right? Alors, cette distance ici est de 87,5. Si ça, c'est 175, c'est juste la moitié de ça. OK, alors pour le point H, ça va être sigma H. Ici, vous pouvez mettre sigma max. Pour le point H, et moins 12, 10 à la 6. C'est quoi le YH ici? Il est de combien? Si j'ai 87,5 jusqu'au haut de la poutre, j'ai besoin du Y jusqu'au point H. C'est quoi? C'est 62,5. On est d'accord?
OK, oh, j'ai juste pris 87,5 moins l'épaisseur, elle est de 25. Alors, si je fais 87,5 moins 25, je trouve 62,5. Divise par le moment d'inertie. OK, si je fais ça, je vais trouver moins 20,54 MPa. Alors, c'est compression. OK? Si je veux dessiner la distribution de cette contrainte, on va le faire à la fin. OK, alors j'ai les contraintes. Si on fait la section T maintenant, c'est le même principe. Alors, sigma max tension est moins 12 10 à la 6. C'est quoi le Y ici que je vais utiliser? Combien? Le C bas pour la section ici. C'est juste le 139,12 qu'on a trouvé. Tout le monde est d'accord? Et notre moment d'inertie, c'était 10,577 10 à la 6. Si vous faites ça, vous allez trouver plus 157,8 MPa intention. OK? Pour la compression, c'est moins 12 10 à la 6. Maintenant, qu'est-ce que j'utilise pour Y? Si la hauteur totale, c'est 175, OK? 175 moins le 139,12, c'est 35,88, c'est ça? Et si cette distance ici est de 139,12, le restant, c'est quoi? C'est 175 moins 139,12. Ça me fait 35,88, c'est ça? Yes. Donc ça, c'est d'où ça vient, ça. Correct? OK. Alors, je divise par le moment d'inertie. Je vais trouver combien? Moins 40,7 MPa en compression. OK? Ensuite, il nous demande la contrainte au point H. Alors, c'est la même chose. Contrainte au point H, moins 12 10 à la 6. Ici, la distance jusqu'au point H, c'est combien? Et ça, c'est 39, 35,88 et on a 15 mm d'épaisseur. Ça va me faire 20,88. Donc, ça me donne moins 23,68 MPa et c'est compression. OK? Donc, si je veux dessiner les contraintes, ça ressemble à quoi?
Il n'y a pas beaucoup d'espace ici. Mais les contraintes vont ressembler à quoi pour cette section? Ils vont ressembler à ça. Et en haut, on a de la compression. Et je vais le faire sur la prochaine page. Est-ce que tout le monde a terminé ici pour que je passe à la prochaine page? Yes. Et alors, si on examine cette section ici, rectangulaire, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, alors on a une distribution linéaire de contraintes, comme ça. En haut, on a trouvé de la compression. Right? Alors les flèches vont aller comme ça. Et on a trouvé ça, c'était combien? 28,75, c'est ça? Et ici, on a 28,75. Ça, c'est tension. Alors, tension, c'est comme ça. Et une autre façon de le dessiner, c'est aussi comme ça. Ça, c'est aussi correct de le dessiner comme ça. OK? Alors, ici, on a compression. Et ici, on a tension, comme ça. Et le point H, on avait trouvé une contrainte de quoi? C'était 20,54, aussi compression. OK, pour la section T, section T, c'est le même principe. Alors, on avait trouvé, en haut, c'était encore de la compression. Et en bas, c'était de la tension. On avait trouvé 40,7 en compression. Et en bas, c'était 157,8 in tension. On peut aussi le dessiner comme ça. Ça, c'est also correct. Ok, tout le monde a vu la distribution. Pourquoi le deuxième dessin, il est aussi bien? Parce que ça montre que nos contraintes, tout le monde voit ça, que c'est linéaire. OK? Et ça, c'est valide. On doit comprendre, c'est valide pour si on reste dans la zone linéaire élastique de notre matériau. Si on dépasse la zone linéaire élastique, ça ne va pas être linéaire comme ça. Vous allez voir ça dans vos cours plus avancés. Si on a un matériau qui est non linéaire du début, on ne va pas avoir cette courbe comme ça, linéaire. OK, mais pour notre cours, on couvre juste les problèmes linéaires élastiques. C'est bon, cet exemple? OK, alors ça, c'est ce que je voulais couvrir pour réviser la semaine 7. Et on va aller maintenant à la semaine 8, les exemples 8.1. Alors, j'avais fait en ligne dans l'exemple web
Et pour ceux qui sont venus mercredi, on a fait la majorité des exemples. Il reste juste un ou deux exemples qu'on n'a pas fait. Et j'ai mentionné ça comme chaque semaine. Les gens manquent les théories et les exemples. Ok, juste pour vous donner une idée, pour la classe que j'ai faite sur Zoom, ça a pris combien de temps? Ceux qui étaient là, ça a pris 1 heure et demie. Ok, alors, il y a beaucoup de matière que vous manquez. Même si ça semble, c'est 15 minutes, 30 minutes, c'est juste les vidéos, je fais ça très efficace. Alors, ça semble que c'est pas beaucoup de matière. Mais il faut faire ce travail. Et alors, en ligne, on avait fait les exemples et mercredi, on a fait tout ça. On a fait l'exemple un ici, l'exemple 2 cette poutre, et celui-là, on va le faire aujourd'hui. Et on a fait cet exemple ici. Alors, on a fait 3 exemples en ligne. On va faire cet exemple maintenant, l'exemple 3. Et si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, faites cette vidéo d'exemple web, parce que ça couvre 3 exemples. Alors, on va faire l'exemple 3 ici. Alors, ici, on a une poutre, on nous dit qu'il doit résister à un effort tranchant interne de V est égal à 2 kN. C'est comme dans les autres, on va voir d'autres problèmes plus tard. Si on nous demande à la section critique, on doit trouver le V est égal à V max. Si on nous donne une section spécifique, je dois faire une coupe, trouver l'effort tranchant là-bas. Ici, il nous donne ça pour sauver un petit peu de temps. C'est V est égal à 2 kN. On veut trouver la contrainte de cisaillement maximale, la contrainte de cisaillement au point K et la contrainte de cisaillement au point H. OK? Premièrement, c'est quoi la formule qu'on a vue pour les contraintes de cisaillement? Premièrement, c'est une contrainte ici lorsque on parle de l'effort tranchant V. En anglais, on dit shear force. OK? Dans les poutres. Ça va causer quel type de contrainte? C'est une contrainte de cisaillement. OK? C'est quoi la formule qu'on a vue? La contrainte de cisaillement est égale à l'effort tranchant V, le premier moment d'air, divisé par le moment d'inertie et l'épaisseur T. Alors ça, c'est comment on le calcule. OK? Pour les contraintes de cisaillement, c'est quoi les deux types de forces qui peuvent causer une contrainte de cisaillement? Une, on a déjà vu dans la semaine 6, c'est quoi? C'est la torsion. Ça cause une contrainte de cisaillement, on avait vu ça. OK? Et la même chose, l'effort tranchant, ça peut aussi causer une contrainte de cisaillement. Il y a une autre formule. OK? Alors ici, dans cette semaine, on avait vu la contrainte de cisaillement due à l'effort tranchant V. Alors, ça c'est la première chose. Pour la contrainte normale, on vient de voir, pour la contrainte normale de flexion, elle est maximale où? Pas la contrainte de cisaillement. Alors, ce qu'on a vu dans la semaine 7, on a vu les contraintes normales, ils sont maximum où? Aux fibres extrêmes et ils sont nuls à l'axe neutre. Pour les contraintes de cisaillement, ils sont maximales où? À l'axe neutre et ils sont normalement nuls aux fibres extrêmes. Il faut retenir ça. Alors, quand ils disent contrainte de cisaillement maximale, ça veut dire à l'axe neutre. OK, alors, on va commencer par identifier notre V. Il est de 2 kN. C'est donné dans le problème. Ensuite, on va trouver la position de notre axe neutre. Alors, si on met notre axe de référence ici, alors ici, je ne peux pas le trouver par inspection. Si on a une section doublement symétrique, une section I, une section carrée, je peux juste le trouver par inspection. Ici, je ne peux pas. Alors, je dois mettre un axe de référence ici. Et je vais subdiviser ça en 3 éléments. Un, 2, 3. Et utiliser un tableau comme ça. Alors, pour l'élément 1,
Ça, c'est juste 56 multiplié par 3, ça me donne 168 millimètres carrés. Et 56 multiplié par 3. Et pour l'élément 2, j'ai 3 multiplié par 42. Ça me donne 126. Élément 3, c'est la même chose, 126. Y, dépendamment de l'axe de référence, pour l'élément 1, c'est combien? C'est 43,5, c'est ça? Pour élément 2, c'est 21, exact. Ça, c'est 21. OK, je fais ensuite la somme. Alors, ça, c'est 7308, 200, 646, 200, 646. OK? Ensuite, je fais la somme. Ici, on trouve 420. Ici, on trouve 12 600. OK, this is millimeter cubed. Alors, si je fais ça, je peux faire ça. Alors, j'ai 12 600 divisé par 420. On trouve 30 millimètres. OK, alors notre position de l'axe neutre, elle est à 30 millimètres. Alors, je peux le mettre ici. Vous pouvez le voir. Alors, ça, c'est la position de notre axe neutre. OK, this is Y bar qu'on vient de trouver. OK. Alors, ensuite, on peut trouver le moment d'inertie. Alors, pour le moment d'inertie, on doit utiliser le théorème des axes parallèles. OK, c'est comme on avait vu avant. Alors, si on utilise les mêmes éléments, éléments 1, 2 et 3, pour le premier, c'est quoi? C'est 56 multiplié par 3 cubes divisé par 12. Ici, c'est 3 multiplié par 42 cubes divisé par 12. Et ça, c'est la même chose ici. Et l'air, on avait trouvé ça, 168, 126, 126. Le D, pour le premier élément, c'est quoi? 15 moins 3 sur 2. Alors, ça me donne, c'est 13,5. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas écrire. OK. 13,5. Et ici, c'est moins 9. Et ici, c'est moins 9. OK, faites attention, on fait ici d au carré. Alors, le moins ne va pas venir en compte. OK, vous pouvez mettre moins si vous voulez, mais ça va pas, ça va être au carré. Alors, si je fais ça, je vais trouver ici 30 744. Ici 28 728. Ici 28 728. Si vous faites cette somme, vous allez trouver le moment d'inertie. Il est égal à 88 200. OK? Alors, il faut encore
Ça, c'est la même chose qu'on avait vu pour les contraintes de flexion. Il faut trouver la position de l'axe neutre et le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. On va terminer ici. C'est bon? OK. Ensuite, on va trouver notre contrainte de cisaillement max. Alors, pour la contrainte de cisaillement max, on a dit c'est à l'axe neutre. Alors, on va calculer le premier moment d'air max. Et ça va être à l'axe neutre. Et alors, je vais expliquer dans les exemples comment trouver le premier moment d'air, exemple en ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, premièrement, on doit savoir c'est à l'axe neutre. Ensuite, je vais juste passer une ligne au point où je veux calculer cette contrainte de cisaillement. Et je peux soit prendre l'air en haut ou en bas. La formule qu'on avait vue, vous trouvez ça? C'est juste sum of A prime Y. Ok, alors, A prime, c'est quoi? C'est soit l'air en bas de cette ligne ou en haut de cette ligne où je veux trouver la contrainte. Et alors, ici, je peux choisir celle qui est en bas. On va faire celle qui est en haut pour juste vous montrer qu'on trouve le même résultat. Alors, si je prends celui qui est en bas, c'est quoi la formule? Et c'est quoi la formule ici? Alors, j'ai deux éléments orange ici. Alors, deux fois. L'air ici est égal à quoi? 3 multiplié par 30. Ensuite, c'est quoi le Y? C'est la distance entre l'axe neutre et le centre de gravité des éléments simples que j'ai identifiés en orange ici. Alors, c'est égal à quoi ici? 15. Si vous faites ça, vous allez trouver 2700 millimètres cubes. OK? Alors, ensuite, on trouve la contrainte de cisaillement. On va juste faire attention avec nos unités. Je vais travailler en newton, millimètre. Si je fais ça, je vais trouver ma réponse en MPa. Alors, le V, c'était 2 kilonewtons. Alors, c'est 2000 newtons. Le Q max, on vient de le trouver, c'est 2700 millimètres cubes. Le IZ, on l'avait. Il nous reste le T. C'est quoi le T? C'est l'épaisseur de la poutre au point où je veux calculer la contrainte. Alors, ici, on a deux segments. Je vais faire attention. C'est quoi l'épaisseur? Ça va être quoi? 6. Tout le monde est d'accord? Donc, je prends l'épaisseur de la section au point où je veux calculer cette contrainte. On a dit c'est à l'axe neutre. Donc, je vais mettre 6, 2 fois 3. Je trouve 10,2 MPa. OK? Si on veut juste essayer pour trouver le Qmax, est-ce qu'on va obtenir la même chose si je prends la section en haut? Disons, on prend celle en haut. Pas besoin de le redessiner ici, mais on va juste faire option 2 pour le Qmax. Mais cette fois, je vais prendre l'air qui est en haut de l'axe neutre. Alors, celle qui est en vert ici. OK, j'ai choisi celle qui est en bas parce qu'il y a deux. C'est plus facile que de calculer pour trois. OK, mais ça va me donner la même réponse comme on va voir maintenant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 56 multiplié par 3. Ensuite, c'est quoi la distance Y pour celui qui est en haut, le flange? 15, oui, 13,5 exact. 15 moins 1,5. OK, plus, on a les deux comme du web. Donc, c'est 2
Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça, c'est total ici, c'est 15. Alors, c'est quoi? C'est euh, 3 multiplié par 12. Et ensuite, la distance, c'est juste 6. Et si vous faites ça, vous allez trouver 2700 millimètres cubes. Même réponse. C'est clair ça? Comment on a calculé le premier mot d'air? OK. Alors ça, c'est la contrainte de cisaillement max. OK, il y a un point ici. OK, c'est correct. Ensuite, on nous demande de calculer les contraintes de cisaillement au point H et K. OK, alors je vais aller à la prochaine page. Alors maintenant, on veut calculer la contrainte de cisaillement au point H et K. Alors pour le point H, c'est le même principe. Je veux calculer la contrainte ici. Alors je vais passer une ligne ici. Je peux prendre soit l'air en haut ou en bas pour mon A', mais je vous ai expliqué dans la théorie et en ligne, vous prenez l'air qui est opposé à l'axe neutre. Ou vous pouvez penser de ça, un de vos collègues a dit ça le mercredi, l'air qui ne touche pas à l'axe neutre. Ok, vous voyez celle qui est en haut, elle touche à l'axe neutre et elle est vers l'axe neutre. Alors que celle qui est en bas, c'est je vais dans la direction opposée à l'axe neutre et elle ne touche pas l'axe neutre. Alors, je vais prendre celle-là. Elle est plus facile. Alors, si je prends celle-là, pour le point H, c'est quoi le QH? C'est juste 3 multiplié par 13. Il y a deux éléments, donc je vais mettre un 2 ici. Et ensuite, la distance, ça va être quoi? C'est quoi la distance ici? Y. Exact. OK, je vais de l'axe neutre jusqu'au centre de l'élément simple. OK, c'est quoi c'est ça, ce qu'il montre ici. Tout le monde a vu ça dans le schéma? OK, je vais de l'axe neutre jusqu'au centre des éléments simples que j'ai identifiés. Alors, c'est 23,5. OK, je trouve 1833. OK, pour le point, et ensuite, je peux calculer la contrainte. Alors, 2000, le QH, c'est 1833. Et le T ici encore, c'est l'épaisseur de ma section où je veux calculer la contrainte. Alors, c'est juste 6. Je vais trouver 6,93 MPa. OK, pour le point K, même principe. Alors, ça, c'est le point K. Ici, je vais prendre, je peux prendre soit l'air en bas ou en haut. OK, mais c'est plus facile de prendre l'air en haut. Alors, je vais prendre celle-là qui est opposée à l'axe neutre ou celle qui ne touche pas à l'axe neutre. Alors, je vais prendre celle-là. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir pour Q? Alors, si je commence avec celles qui sont orange, alors j'ai 3, 2 fois 3 multiplié par 7. Et la distance est égale, c'est montré dans le schéma, c'est 8,5. Encore une fois, c'est la distance entre l'axe neutre et le centre des éléments simples, ici en orange. Ensuite, j'ai la partie en vert. Ça, c'est juste 50 multiplié par 3. Et la distance est égale à 13,5. OK, si vous faites ça, vous allez trouver 2625. Alors, je vais maintenant calculer la contrainte. C'est 2625. Et l'épaisseur T cette fois, c'est la même chose. Elle est de 6. OK, disons, c'est pas demandé dans cette question, mais disons, il nous demande de trouver la contrainte ici. Et disons, c'est ça. Point L. Qu'est-ce que je vais utiliser comme épaisseur pour le point L? OK, c'est pas en haut, c'est au milieu de la section verte. Je vais utiliser T est égal à quoi?
56. Toujours, j'utilise l'épaisseur de la poutre au point où je veux trouver la contrainte. OK? Si on nous demande au point M, ça va être quoi la contrainte de cisaillement au point M, aux fibres extrêmes et au point N, M et N, ça va être quoi? Zéro parce que la contrainte de cisaillement va être nulle aux fibres extrêmes. OK? Parce que le premier moment d'air va être nul là-bas. C'est clair, cet exemple? OK. Il nous reste un. Il y a l'exemple 7 qui reste. L'exemple 6 qui reste. Ça, on l'a fait en ligne. On va juste aller ici à l'exemple 6. Une poutre en acier ayant une section C doit résister aux charges montrées dans la figure. Si la contrainte de cisaillement max est de 80 MPa, quelle est la charge P max qu'on peut appliquer sur la poutre? OK? Alors, comme dans les autres problèmes, on doit premièrement trouver la position de notre axe neutre, notre centre de gravité, on trouve 23,4. Moment d'inertie, je l'ai expliqué en ligne, on trouve, juste corriger ça, c'est 10 à la 3 ici. Et aussi en ligne, il y a une erreur. Ici, j'ai oublié le 10 à la 3 et 10 à la 3 sur la page 10. La page 10, times 10 to the 3. OK, ici aussi, il manque le 10 à la 3. OK, juste ajouter ça ici. 219,6, 10 à la 3. C'est clair? OK, alors on trouve ça comme moment d'inertie. Ensuite, on veut trouver la contrainte de cisaillement max. Alors, on va trouver ça à l'axe neutre. Donc, contrainte cisaillement max, ça va être à l'axe neutre. On calcule Q max, OK, à l'axe neutre. Alors, si vous faites ça, vous allez prendre cette partie en rouge. Alors, 2 multiplié par 15 multiplié par 23,4. Cette distance ici est de 23,4. Multiplié par 11,7. On va trouver ça. Alors, dans ce problème, on nous donne la contrainte de cisaillement max. Elle est de 80 MPa. Et on essaye de trouver ça. Ça, on ne sait pas. Et alors, on va isoler pour Vmax. Ajouter le 10 à la 3 ici. Et ça, c'est pas inch cube, c'est millimètre cube. Corrigez ici. Millimeter cubed. Et en bas, il y a 10 à la 6. Alors, si vous faites ça, vous devriez trouver, ça c'est aussi pas correct, c'est 64 1070 newton, qui est égal à 64,17 kilonewton. Et ça, c'est pas un décimal, c'est 64 170. OK? Ensuite, pour le Pmax, j'ai ma charge P inconnue. Alors, je peux trouver les réactions ici. C'est P sur 2. Ici, c'est P sur 2. Je dessine mon diagramme V. Il va ressembler à ça. Alors, mon Vmax est égal à P sur 2. Et aussi, j'ai trouvé que Vmax est égal à 64,17 kilonewton. Therefore, Pmax, c'est juste 2 fois 64,17. Je trouve 128 kilonewton. C'est clair, cet exemple? Alors, ça, c'est les exemples que je voulais faire.
J'avais un exemple supplémentaire si vous voulez faire. Est-ce que vous voulez le faire ou c'est fini? On peut prendre un petit break si vous voulez, 5 minutes, et on peut faire cet exemple. Ça révise tout. On a vu et c'est similaire à ce que vous avez dans votre devoir 7, 8. OK, alors, on va prendre un break de 5 minutes. Vous pouvez aussi tracer, parce que c'est pas en ligne ça, donc tracer la figure et la question, on va le faire. Et juste une autre chose pour les examens, et j'ai distribué ça à la classe passée, mais si vous voulez passer à mon bureau et aujourd'hui, en après-midi, vous pouvez passer après 2 heures. Je vais être là de 2 heures jusqu'à 3 heures. Et la semaine prochaine aussi, mercredi et jeudi, je devrais être là. OK? On ne peut pas, quand on cherche les max pour Yes, monsieur le docteur. OK, merci. Alors, on a trouvé les réactions. CY est égal à 125 kilonewtons et BY est égal à 300 kilonewtons. OK, maintenant, je peux dessiner mon diagramme VM. OK, alors, notre diagramme VM. Je vais faire attention ici. Parce que notre charge distribuée coupe l'axe, il y a une réaction entre, avant que la charge distribuée termine, je vais faire attention de calculer la résultante jusqu'à la charge, la force BY. Alors, cette résultante est égale à combien? Ça, c'est delta V ici. Il est de 100, c'est ça? 100. Et cette partie ici, c'est quoi la résultante ici? 300. OK, maintenant, je peux tracer mon diagramme V. Mètres. Ça, c'est V en kilonewton. Alors, j'ai moins 25, comme ça. Ensuite, j'ai trouvé 100 kilonewtons entre A et B. Ça, c'est mon delta V entre A et B. C'est une variation linéaire jusqu'à ce point. Donc, je vais arriver à moins 125. Ensuite, j'ai ma force BY. On a dit la BY, c'était 300, c'est ça? Alors, je monte de 300. J'arrive à 175. Ensuite, entre B et C, on a une charge distribuée. On a trouvé la résultante de cette charge distribuée. Elle est de 300. Alors, je vais descendre de 300. Je vais arriver ici à moins 125. Et ensuite, ça ferme, ça revient à zéro. OK? Ça, c'est le diagramme V. Ensuite, pour le diagramme M, mon diagramme M, kilonewton meter, ça va ressembler à quoi? Alors, j'ai besoin de cette air ici. C'est quoi l'air ici? Ça, c'est minus un demi, 25 plus 125 et la distance, c'est 2. Qu'est-ce que vous obtenez? 150, c'est ça?
moins 150. OK? Cette distance, elle est de quoi? Yes. OK? Comment on a trouvé ça? Yes. Comment on a trouvé ça? On a juste fait 175 moins 50 multiplié par x égale 0. X est égal à 3,5 mètres. Et je peux dire x prime. OK? Alors, j'ai ça. Alors, je peux calculer cette R ici. Ça, c'est juste un demi 175 multiplié par 3,5. Qu'est-ce qu'on obtient? 306,25, comme ça. Et vous pouvez faire le reste. OK, alors notre diagramme M va ressembler à quoi? Il va être comme ça. Ça, c'est minus 150. Ensuite, il va aller comme ça jusqu'à ce point. 306. Non, pas 306. C'est quoi ici? OK. 156,25. Et si vous calculez l'air ici qui reste, ça va être aussi moins 156,25. Alors, ça va fermer comme ça. Alors, ça, c'est mon diagramme M. Alors, d'après ces diagrammes, on a trouvé Vmax. C'est quoi le Vmax que je vais utiliser? Je vais prendre le Vmax en valeur absolue. Alors, c'est quoi le plus grand qu'on a ici? 175 kilonewtons. OK? Pour Mmax, je vais faire attention, je vais considérer les deux. Alors, notre Mmax positif, il est égal à 156,25 kN/mètre. Et notre Mmax négatif, il est égal à combien? Moins 150 kN/mètre. OK? J'ai pris trop de place. OK. Alors, ça c'est pour ça. Pour notre axe neutre, il est où notre axe neutre ici? Est-ce que j'ai besoin de faire de calcul pour cette poutre? Non, il est au centre. Alors ça, c'est la position de notre axe neutre. OK, on peut mettre nos valeurs ici. Notre CO est égal à combien? C'est quoi les distances ici? C'est 300 de hauteur. Alors c'est 150. Et C bas est égal à moins 150 millimètres. OK, alors on va commencer avec la question A. Alors pour la question A, qu'est-ce qu'il nous demande? Et aussi, on doit trouver le moment d'inertie. Je vais juste vous le donner, OK? Alors vous pouvez l'essayer plus tard. Le moment d'inertie pour cette poutre, IZ, est égal à 138,325 10 à la 6 millimètres pour. OK, il n'est pas donné, il faut le calculer.
ici pour le moment d'inertie. 138,35, 10 à la 6 millimeters four. OK, alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Premièrement, il nous demande la contrainte au point H, at V equals V max. OK, alors, pour celui-là, on doit calculer le QH. Pour le QH, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une ligne comme ça et calculer le premier moment d'air à ce point. Et je vais prendre l'air qui est ici en jaune, en bas. Alors, pour le QH, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pour mon A'? Alors, j'ai 200 multiplié par 15 et la Y, c'est distance de l'axe neutre. Ça, c'est 150. OK? L'épaisseur ici, elle est de quoi? 15. Alors, c'est 150 moins 15 divisé par 2. Ça me fait 142,5. C'est ça? Plus, plus quoi? Plus 10 multiplié par la hauteur ici jusqu'au point H, c'est quoi? C'est 35 multiplié par 117,5. Si vous faites ça, vous allez trouver 468,625 millimètres cubes. C'est bon, ce qu'on a fait? Alors, j'ai pris juste le premier élément ici en bas, element 1. La dimension, c'est 200 multiplié par 15. La distance jusqu'à l'axe neutre, c'est 142,5. Ensuite, j'ai pris l'élément 2, cette partie, ici. Alors, ici, la base, c'est 10, la hauteur, c'est 35, et la distance à l'axe neutre, vous pouvez l'essayer plus tard, c'est 117,5. Alors, on va trouver ça. Alors, V, H, non, contrainte de cisaillement H, elle est égale à l'effort tranchant max. C'était quoi? C'était 175, right? Kilonewton. Alors, on va utiliser 175 000 newtons. Ensuite, le Q, on vient de le calculer, c'est 468,25 millimètres cubes. Le moment d'inertie, je vous avais donné ça, c'est 138,3525 10 à la 6. Et c'est quoi l'épaisseur ici? Quoi l'épaisseur? Au point H, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser combien? L'épaisseur est de 10. Donc, si vous faites ça, vous allez trouver 59,3 ampères. Et tout le monde a compris qu'on utilise juste la V max en valeur absolue. On ne s'inquiète pas du signe du V parce que pour les contraintes de cisaillement positif et négatif, ça, ça affecte les choses, mais ça n'affecte pas le design. OK, alors, on va prendre le max comme ça. Ensuite, on nous demande la contrainte max at Vmax. Alors, pour la contrainte max, ça va être à l'axe neutre. OK, alors je dois calculer Qmax. Alors, Qmax,
On va copier ça encore pour que c'est clair. Alors, pour Qmax, comment on va le calculer? Alors, je dois aller à l'axe neutre et prendre le A' en haut ou en bas de l'axe neutre. Alors, par exemple, je peux prendre ça. Alors, Qmax c'est égal à quoi? C'est 200 multiplié par 15 multiplié par la distance jusqu'à l'axe neutre, c'est 142,5. Et ensuite, la partie du web à l'intérieur, mince, elle est de 10 multiplié par quoi? 135. Et la distance, c'est 135 divisé par 2, alors 67,5. Vous allez trouver 518 625 millimètres cubes. Alors, contrainte max, c'est juste 175 10 à la 3 newton multiplié par 518 625 millimètres cubes divisé par mon moment d'inertie qui est de 138,3525 10 à la 6. Et l'épaisseur, elle est encore de 10 millimètres. Vous allez trouver 65,6 MPa. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il nous demande après ça? Une seconde, je souffle. Pour le point C, on nous demande, pour la partie C, on nous demande de trouver la contrainte max en compression et tension at Mmax. OK, alors ici, je dois faire attention. Alors, on avait dit notre Mmax positif, c'était combien? 156, right? 156,25, c'est ça? 156,25 kN. Notre Mmax négatif, c'était 150 kN. Aussi, on avait CO qui est égal à plus 150 millimètres et C bas est égal à moins 150 millimètres. OK, normalement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ces quatre combinaisons, right? Je dois considérer le M max positif avec C haut et C bas. Ça va me donner deux contraintes. Ensuite, je vais considérer le M max négatif avec C haut et C bas. Ça va me donner deux autres contraintes. Ensuite, je considère les quatre pour la contrainte max en tension et en compression. OK? Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a une section doublement symétrique. Est-ce que je dois faire ça? J'ai pas besoin de faire ça parce que C haut et C bas, ils sont égaux. Alors, j'ai juste besoin de considérer celui-là. Mais si on avait une section qui n'est pas doublement symétrique, on doit faire attention de considérer the two moments. OK. Alors, M max
en tension. Ça va être minus 156. Qu'est-ce que je vais utiliser ici? Notre M est positif. Alors, pour tension, ça va être CO ou C bas. C'est le même ici, mais c'est quoi? C'est plus 150 ou minus? Moins. Et le IZ, 138. Vous allez trouver plus 169.4 MPa in tension. OK, pas M max, j'ai mis ici. C'est pas M max, c'est contrainte max. Contrainte max. Contrainte max. Compression, j'ai même pas besoin de faire le calcul. OK, c'est la même chose. Mais ici, je vais mettre plus 150 minus 169. C'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Right? Pour M positive, comme on a dit, on va avoir de la compression en haut et tension en bas. Et c'est ce qu'on a trouvé. OK, alors, si la section n'était pas doublement symétrique, je pense dans votre devoir, vous avez ça pour un des problèmes. Il faut considérer les quatre possibilités. OK? Vous pouvez utiliser la logique pour faire deux calculs, mais si, parce qu'on a dit comme M max, euh, M positif, compression est haute, tension est bas. M négatif, c'est l'inverse. Alors, vous pouvez le simplifier à deux cas, mais si vous ne savez pas, juste faites les quatre calculs. Une pour le M positif et une pour le M négatif. Ensuite, vous allez considérer les quatre contraintes pour savoir laquelle est critique en tension et laquelle est critique en compression. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, j'ai besoin de faire 10 à la 6 ici pour le mettre en Newton millimètre. Exact. Merci. Si vous faites ça, je pense que vous trouvez la bonne, ce que j'ai indiqué. C'est clair? OK. Alors, c'est ce que je voulais couvrir aujourd'hui. Alors, oui. Euh, C'était kilonewton meters, non? Yeah, c'est 10 à la 6. Parce que kilonewton, je le mets en newton et mètre, je le mets en millimètres. Alors, on a maintenant terminé semaine 6, 7 et 8. Qu'est-ce qu'on a la prochaine semaine? C'est la semaine 9. La semaine 9, c'est sur les contraintes combinées. C'est on combine tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour trouver l'état des contraintes. Alors, c'est aussi important. Ça va certainement venir sur l'examen la semaine 9 aussi. OK? Comme je vous ai dit, chaque semaine, ça va venir sur l'examen. Alors, semaine 9, on va voir comment trouver l'état des contraintes en considérant toutes les types de contraintes. Et la semaine d'après, on va faire la transformation des contraintes. Alors, vous avez le devoir 7 et 8 qui est dû la semaine prochaine. J'espère que c'est clair après qu'on a vu cet exemple. Et vous avez aussi le devoir 3 de votre projet. Il faut faire l'analyse SAP 2000. Il est dû ce week-end. Il va vous rester un dernier devoir pour votre projet, c'est le design de votre tri. Excusez. Il y a une vidéo qui montre encore comment faire le devoir 4. Et le devoir 4, peut-être, il est celui qui est plus important pour votre design. OK? Merci tout le monde.